Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Cela nous aide vraiment. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer cette vidéo et de la regarder. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, le colonel Lawrence Wilkerson. Lawrence Wilkerson est un colonel de l'armée américaine à la retraite et ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain, Colin Powell. Depuis la fin de sa carrière militaire, le colonel Wilkerson a critiqué de nombreux aspects de la politique étrangère des États-Unis. Colonel Wilkerson, bienvenue dans India and Global Left. Welcome to India and Global Left. Heureux d'être avec vous. Je vous remercie de prendre le temps de faire cela, surtout depuis Delhi. We've been following some of your analysis of Nous avons suivi certaines de vos analyses sur la géopolitique et les avons trouvées vraiment utiles et intéressantes. Nous avons donc pensé qu'il serait formidable de vous inviter. En préparant cet entretien, j'ai parcouru votre page Wikipédia et à la fin, il est indiqué que vous êtes un républicain de longue date et que vous vous situez à droite politiquement. J'ai trouvé que ce serait un point de départ très intéressant, car, en particulier pour nous à gauche, même si nous savons qu'il existe une frange de la droite opposée à une politique étrangère américaine expansive, nous ne le considérons pas comme acquis. Nous pensons donc qu'il doit y avoir un ensemble d'événements intéressants qui, pour quelqu'un de droite sur le plan philosophique, l'amènerait à être critique envers la politique étrangère des États-Unis. Si vous pouviez nous dire quels événements vous ont amené à voir la politique étrangère américaine sous un angle plus critique, je pense que ce serait un point de départ intéressant pour notre conversation. in a more critical light. I think that would be an interesting point to begin our conversation. Let me say first of all that I don't. Permettez-moi de dire tout d'abord que je ne pense pas que dans mon pays, qui compte aujourd'hui environ 340 millions d'habitants, il y ait plus qu'une poignée de personnes qui comprennent réellement ce que signifie être un vrai conservateur. Et lorsque l'on me pose cette question, je me réfère généralement à Edmund Burke, et je dis quelque chose comme « Nous pensons que ce qu'il y a de meilleur dans la pensée, la parole, et de plus en plus, dans l'action à travers le monde, doit être préservé et ne devrait être modifié qu'avec une grande circonspection. » Voilà une véritable synthèse de ce que Burke pensait et de ce que je pense, mais cela reste néanmoins descriptif. Et il n'y a personne aux États-Unis d'Amérique qui ressemble, même de loin, à cette approche en matière de politique étrangère et de sécurité. That sort of approach to foreign and security policy. None whatsoever. Another way to put it would be Aucune, absolument aucune. On pourrait le formuler autrement, un peu comme Aristote le faisait. La meilleure voie à suivre se trouve le plus souvent quelque part au milieu, ni trop à droite, ni trop à gauche. On pourrait aussi l'exprimer comme le fait le Quincy Institute en termes de retenue. Et je résumerai cela ainsi. Le seul document que j'ai jamais vu Colin Powell, en 16 ans de collaboration avec lui et pour lui, placé sous la vitre de son bureau, était une citation de Thucydide, traduite en anglais de la manière suivante. L'aspect du pouvoir que les hommes admirent le plus, c'est la retenue. C'est ainsi que je me décrirais. That's the way I describe myself. And the Republican Party of today is nothing like. Et le Parti républicain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. Le Parti républicain d'aujourd'hui, c'est Josh Hawley, Tom Cotton, Ted Cruz, Marjorie Taylor Greene et Donald Trump. Ce ne sont pas des conservateurs. Ce sont des radicaux. Ils sont radicaux de tant de façons différentes qu'il est difficile de les cerner et de les décrire précisément. Ils sont aussi, à mon avis, bien trop profondément motivés par l'argent et sa quête, tout comme une grande partie de la base oligarchique qui dirige réellement l'Amérique aujourd'hui. Voilà donc pourquoi je continue à m'identifier comme républicain, mais comme un républicain à la Eisenhower, pas comme les républicains actuels. Je ne les reconnais même pas.
C'est très intéressant que vous commenciez par Edmund Burke, car je pense qu'il parle beaucoup du conservatisme et de ceux qui sont de l'autre côté. Pendant la Révolution française, Edmund Burke pensait que la Révolution française était extrêmement déstabilisante. Beaucoup d'entre nous à gauche auraient une vision très différente de la Révolution française et je pense que cela rejoint ce que vous avez dit sur le fait d'être extrêmement prudent face au changement. Beaucoup d'entre nous à gauche, au contraire, pensent que l'état actuel du monde n'est pas du tout satisfaisant et qu'un changement mènerait probablement à un monde meilleur. Même si, des deux côtés, nous savons que la continuité peut être très néfaste, tout comme tout changement n'apporte pas forcément de meilleurs résultats. Mais parfois, les conservateurs veulent aussi des changements, car Edmund Burke, au plus fort de la Révolution française au Parlement britannique, était en fait l'un des plus fervents défenseurs pour essayer Je crois que c'était Hastings, Lord Hastings, qui était gouverneur général au Bengale à cette époque. Et il a été accusé de corruption. Pardonnez-moi si c'était Hastings ou Cornwallis, mais l'un de ces gouverneurs généraux britanniques en Inde a été jugé pour corruption. À ce moment-là, ses collègues conservateurs ne voulaient pas plaider pour son procès, car ils pensaient que cela porterait atteinte à l'Empire britannique. Mais Burke est resté fidèle à son engagement envers l'État de droit, et il a donc été l'un des plus fervents défenseurs de son jugement. Quoi qu'il en soit, si vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet, n'hésitez pas. Mais je pensais qu'il serait bon de vous poser une question générale sur votre évaluation de l'orientation globale de la politique étrangère de l'administration Trump. C'est une question difficile à répondre car il est très difficile de discerner une quelconque direction, stratégie ou politique sous-jacente. Permettez-moi de revenir en arrière un instant. L'un de mes poèmes préférés en langue anglaise, l'un des plus sublimes à mon avis, est de Matthew Arnold, un poète pas vraiment très connu de son époque, mais il s'intitule Dover Beach. Dans les premiers vers, si je m'en souviens bien, il dit « La mer est calme ce soir. Sur la côte française, la lumière brille puis s'éteint. Les falaises d'Angleterre se dressent, scintillantes et vastes, dans la baie tranquille. » C'était sa métaphore pour la Révolution française et l'Angleterre. L'Angleterre se dressait, scintillante et vaste, tandis que les Français s'effondraient et allaient bientôt avoir Napoléon. Pas opposé au changement, mais opposé au changement irréfléchi, non planifié, spasmodique et radical. Je pense que c'est une meilleure façon de le formuler. Et Burke, lui-même, comme vous l'avez souligné, n'était pas opposé au changement lorsqu'il signifiait le respect de l'état de droit, et fondamentalement pour lui, je pense la préservation et même le renforcement de l'Empire. C'était simplement leur façon de penser à l'époque. Bien sûr, l'Empire allait se disloquer et s'effondrer à cause de l'Inde. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est à ce moment-là que le déclin de l'Empire britannique a commencé, lorsqu'ils ont traité l'Inde d'une manière qui leur a fait perdre l'Inde. Et ils avaient leur propre Donald Trump à l'époque. Il s'appelait la Compagnie britannique des Indes orientales. Et ils étaient, à bien des égards, plus puissants que le gouvernement britannique. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui en Amérique. Nous n'avons pas cela. C'était aussi, d'une certaine manière, le début de leur expansion en Inde, car ils venaient tout juste de perdre leur colonie américaine. Et donc ils voulaient, maintenant, oui, c'est à ce moment-là que le Parlement et l'État commençaient à assumer de plus en plus de pouvoir au détriment de la Compagnie des Indes orientales. Ainsi, juste après la perte des colonies américaines, l'État britannique a commencé à prendre de plus en plus de pouvoir à la Compagnie des Indes orientales. Oui, nous avons aujourd'hui un phénomène similaire et il n'est pas coordonné.
L'un des objectifs souterrains de Donald Trump, je pense, est de consolider cela et de le consolider autour de lui et de sa famille, car sa principale motivation est de gagner de l'argent pour lui-même et sa famille. Je le crois profondément, c'est la motivation principale de Donald Trump. Maintenant, de temps en temps, comme par exemple lorsqu'il a parlé de l'Ukraine, cela peut être une motivation positive, car ce qu'il a vu, c'est la ponction d'une grande partie du trésor, et un objectif qui n'était rien d'autre que de tuer et de mener une guerre par procuration contre la Russie, ce que d'ailleurs Sergei Lavrov lui a dit à Riyad lorsqu'ils sont rencontrés, pas à lui, mais à Marco Rubio. Vous savez, vous avez perdu 350 milliards de dollars à cause de cette guerre, en commerce qui aurait eu lieu entre la Russie et les États-Unis si la guerre n'avait pas existé. Cela a attiré l'attention de Donald Trump. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait de conséquent pour l'arrêter, et il semble prêt, à l'heure actuelle, à s'en éloigner. Et je pense que pour répondre à votre question sur sa politique étrangère et de sécurité, cela résume pour moi Donald Trump jusqu'à présent. Que l'on regarde Gaza, le Levant et le Moyen-Orient en général, ou que l'on regarde l'Europe centrale et l'Ukraine, ou encore l'Iran et les négociations nucléaires en cours, telles qu'elles sont, il a échoué sur toute la ligne. Et on se demande ce qui va se passer à la suite de cet échec. Car je ne vois aucun plan, aucune stratégie, aucune politique découlant d'une stratégie, et je vois un système très défaillant, et c'est ce que j'ai enseigné sur 2 campus, le College of William and Mary et la George Washington University, ainsi que dans 2 des plus prestigieuses écoles de guerre militaire. J'ai enseigné la prise de décision en matière de sécurité nationale, comment elle se déroule légalement selon la loi, et comment elle se déroule en dehors de la loi et des statuts, car cela se produit depuis la Seconde Guerre mondiale, surtout après la loi sur la sécurité nationale de 1947. Beaucoup, vraiment beaucoup, en dehors du processus statutaire. Eh bien, avec Donald Trump, je ne détecte aucune activité en dehors du processus statutaire, à l'exception de l'envoyé spécial Steve Witkoff, qui a été un échec total sur les 3 plans. Et je ne détecte absolument rien à l'intérieur du processus statutaire. Il n'y a ni comité des adjoints, ni comité des principaux, ni processus du Conseil de sécurité nationale. Donc je n'ai aucune idée de la direction que prend cette administration. Et pire encore, je ne pense pas que le président ait la moindre idée de la direction qu'elle prend. Si nous pouvons nous concentrer un peu sur l'Asie de l'Ouest, quel est votre point de vue sur les racines du lobby sioniste en Israël, dans la mesure où la politique étrangère américaine en Asie de l'Ouest est concernée en ce moment? Parce qu'il y a eu un moment, il y a peut-être quelques mois, où Mike Waltz a été limogé, apparemment parce qu'il prévoyait de lancer une attaque contre l'Iran en collaboration avec Netanyahou, et les États-Unis venaient tout juste de se retirer du Yémen sans prendre en compte les intérêts d'Israël. Certains soutenaient qu'il existe désormais une approche bifurquée dans la politique étrangère américaine. En ce qui concerne la Palestine, le lobby sioniste aurait toujours le dernier mot. Mais lorsqu'il s'agit de questions liées à l'Iran, par exemple, étant donné que les États du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar ne souhaiteraient pas le niveau de déstabilisation qu'entraînerait une confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis, la politique étrangère américaine changerait alors. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme ces prévisions l'annonçaient. Comment expliquez-vous ce qu'est la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Iran en particulier? Est-ce toujours le lobby sioniste ou est-ce autre chose? Permettez-moi de commencer en disant que c'est une très bonne question. De manière générale, c'est une bonne question, difficile à répondre.
Mais je veux commencer par dire que je fais partie de ceux qui ne croient pas ce que John Mearsheimer et Stephen Walt ont écrit dans leur célèbre texte Israel Lobby, dont j'ai eu un exemplaire très tôt à l'université George Washington, l'article, et j'ai pu en discuter avec mes étudiants. Et pour appuyer votre propos, environ 8 heures après ce séminaire où j'ai parlé de cet article à mes étudiants et leur ai permis de le lire, j'ai reçu un appel d'Alan Dershowitz de l'université Harvard qui m'a dit « Comment osez-vous faire cela? Comment osez-vous faire cela ?» Et il a passé environ 5 minutes à m'injurier au téléphone. Je lui ai essentiellement dit « Vous savez, va te faire voir », et j'ai raccroché. Je suis allé directement voir le président de l'université George Washington, Steve, mince, j'arrive pas à me souvenir de son nom, Trachtenberg, Steve Trachtenberg, lui-même juif américain. Et 52% des étudiants de GBEVRY étaient juifs, et la plupart de mes séminaires correspondaient à ce profil. 50% étaient juifs. Et ils étaient en grande partie d'accord avec l'article. Nous avons eu une bonne discussion à ce sujet. Je n'ai eu aucun problème parce que Trachtenberg, le président, était celui qui m'avait embauché, et il m'a dit « Ne t'inquiète pas pour Dershowitz et Harvard ». Mais j'en suis venu à croire, à la fois grâce à mon expérience militaire, et maintenant à mon expérience à un niveau plus élevé, si l'on veut, que Mearsheimer et Walt n'ont pas forcément raison. Oui, ils ont raison de dire que le lobby pro-israélien exerce une influence énorme sur le Congrès, car tout ce qu'il fait, c'est prendre l'argent que nous donnons à Israël et le reverser au Congrès. En d'autres termes, il les achète. Ils sont achetés et payés. Et Netanyahou en est devenu l'exemple le plus flagrant. Il sait parfaitement comment orchestrer tout cela. Donc en ce sens, ils ont raison. Mais dans une perspective plus large, sur le plan stratégique, Israël est notre chien d'attaque au Moyen-Orient. Point final. Ils font ce que nous voulons qu'ils fassent 99% du temps. Quand le sénateur Lindsey Graham, de mon État d'origine, la Caroline du Sud, a déclaré au Sénat, les gens, s'ils ne le faisaient pas, il faudrait que nous le fassions. Préfériez-vous que cela arrive? C'est presque une citation directe. Je pense qu'il disait la vérité, du moins la vérité telle que les républicains la perçoivent. Israël est notre chien d'attaque au Levant. Nous n'aimons pas les Perses ni les Arabes. Et quand nous voulons déstabiliser la région, comme nous l'avons fait lors de l'invasion de l'Irak en 2003, comme nous l'avons fait dans une certaine mesure en Syrie, et comme nous l'avons fait dans d'autres endroits de la région, y compris en Somalie, quand nous voulons la déstabiliser, nous demandons généralement à Israël de le faire pour nous. Et ils obéissent parce que cela signifie plus de territoire pour eux, ou plus de pouvoir, plus d'influence pour eux. Donc, je vois la situation entre les États-Unis et Israël, avec Jérusalem et Washington, comme étant un peu différente de celle décrite par Mearsheimer et Walt, et plus complice du côté des États-Unis. Nous tuons ces gens à Gaza. Nous accélérons et facilitons ce génocide. Et les gens me demandent, pourquoi faisons-nous cela? C'est inconcevable. C'est horrible. Pourquoi faisons-nous cela? Et c'est probablement 60 à 70% des Américains en général qui tiennent ce genre de propos aujourd'hui. Eh bien, je suis désolé. C'est ce que veut votre président. C'est ce que Joe Biden voulait. Joe Biden le voulait même encore plus que Donald Trump. Les désirs de Donald Trump à cet égard sont quelque peu tempérés par son attirance pour la richesse immense de Riyad, Doha et d'autres endroits. Il y est très attiré. Et il est partagé entre sa fidélité à Miriam Adelson, par exemple, qui lui a donné plus de 100 millions de dollars pour sa campagne, et son désir de profiter de la richesse que possède Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Zayed et d'autres. Il est donc tiraillé à ce sujet. Et c'est ce qui, selon moi, provoque la négociation actuelle avec l'Iran, car il veut, comme vous l'avez dit, satisfaire ses monarques quant à la préservation de leur stabilité, pour ainsi dire, dans la région.
wreckage of their stability, as it were, in the region. So he's negotiating this deal, and he wants a deal. Donc il négocie cet accord, et il en veut un aussi parce que je pense qu'il est vraiment motivé, et il est embarrassé par le fait qu'un homme noir, a reçu le prix de la paix, a reçu le prix Nobel de la paix. Donc il veut faire mieux que ça. Il veut aussi le prix Nobel de la paix. Et il compte l'obtenir avec cet accord avec l'Iran. Je pense que c'est en partie ce qui le motive. C'est aussi simple que ça. Mais nous sommes en train de nous heurter à de grosses difficultés avec cette négociation, parce que, d'une part, Bibi a récemment déclaré, il a dit qu'il n'attaquerait pas l'Iran sans la permission des États-Unis. Mais je crois cela comme toutes les autres promesses qu'il a faites. Bibi, c'est aussi celui qui a dit à mon administration, à George W. Bush, que la meilleure chose que nous puissions faire serait d'éliminer l'Irak. Regardez le chaos que cela a engendré. Bibi a obtenu exactement ce qu'il voulait, la déstabilisation de la région. Nous avons obtenu ce que nous voulions, la déstabilisation de la région. Donc je pense que la situation est très compliquée avec cet homme qui veut cet accord pour diverses raisons, qui n'est pas partisan de la guerre, car je pense que la seule conviction véritable de Donald Trump, en tout cas pour moi, c'est lorsqu'il dit, et de manière assez cohérente, qu'il ne fait pas la guerre. Maintenant, il a fait des choses et envoyé des messages qui contredisent cela. Mais fondamentalement, je pense qu'il n'aime pas la guerre. Parce qu'il faut bien l'admettre, la guerre n'est pas rentable pour le type d'entreprise de Donald Trump. Cela peut être rentable pour Lockheed Martin, RTX, Grumman et tous les sous-traitants de la défense, mais pas pour le type d'entreprise de Donald Trump. Donc il n'aime pas cela pour cette raison. Et peut-être qu'il a même une raison viscérale, de conscience, pour laquelle il n'aime pas la guerre. J'aimerais l'espérer. Il s'oppose donc à une guerre en Iran, initiée par Netanyahou, qu'il devrait suivre, ou initiée par nous, en raison de l'absence d'accord. Mais je ne sais pas comment il va obtenir un accord s'il continue à insister sur les points sur lesquels il insiste, comme Woodcock dernièrement a commencé à exiger aucune activité d'enrichissement, même pas à 3,7% ou quel que soit le pourcentage nécessaire pour que les Iraniens disposent essentiellement des bases de leur programme nucléaire. Ils ont investi beaucoup d'argent, des milliards de dollars et beaucoup de sang. Les Israéliens ont assassiné certains de leurs scientifiques impliqués dans ce programme. Ils ne sont pas prêts à y renoncer. Donc, je ne sais pas où nous allons avec ça. Je ne pense pas que cela fonctionnera si nous continuons à insister sur l'absence totale d'enrichissement. Récemment, j'ai entendu dire que Woodcock proposait un accord selon lequel l'Iran accepterait, pendant les 3 premières années de l'accord, de ne pas enrichir, mais il ne ferait rien non plus avec son équipement, il le garderait. Et après 3 ans, quand la situation se serait un peu calmée et que tout semblerait bien se passer en ce qui concerne les inspections de l'AIEA et autres dans le cadre de l'accord, il pourrait recommencer à enrichir, mais à une quantité moindre. Et peut-être pourrait-il établir, comme dans l'accord précédent du JCPOA, une sorte de régime dans un autre pays, la Russie par exemple, où ils pourraient, de temps en temps, obtenir l'uranium hautement enrichi dont ils auraient besoin pour d'autres programmes, disons jusqu'à 27, 28, 30%, ou peu importe. Je ne pense même pas que l'ayatollah acceptera cela. Et je crois que notre principal ministre des Affaires étrangères l'a clairement indiqué. Donc, nous nous dirigeons vers un autre, vous savez, fiasco là-bas, parce qu'il ne semble pas y avoir de plan qui fonctionne. Nous avons donc 3 domaines vraiment clés. Nous avons le Levant, le Moyen-Orient, nous avons l'Europe centrale, et nous avons un génocide en cours. Et à travers ce génocide, nous détruisons les derniers vestiges de ce que nous avons tenté de mettre en place avec tant de peine après la Seconde Guerre mondiale et Nuremberg. Nous sommes en train de détruire le droit pénal international, le droit international et en particulier le droit national humanitaire.
law, international humanitarian law in particular. We're destroying the ICC, the ICJ. Nous sommes en train de détruire la CPI, la CIJ. Autant toutes les supprimer, car nous les détruisons. Regardez ce que nous essayons de faire au personnel. Nous essayons de les inculper, de nous en débarrasser. Et des gens comme Lindsey Graham et Marco Rubio voudraient tout simplement les effacer de la surface de la Terre. Ce n'est donc pas une bonne période pour l'Empire. Pas du tout. En fait, si l'on regarde notre situation budgétaire, nous ressemblons beaucoup à l'Angleterre, la Grande-Bretagne, au début de leur déclin. Nous leur ressemblons beaucoup. Ou choisissez votre empire. Nous ressemblons à presque tous les centaines d'empires qui ont existé au cours des 3 derniers millénaires lorsqu'ils approchaient de la fin. Notre situation budgétaire à elle seule est accablante en ce moment. Nous pourrions avoir une grave crise à tout moment dans nos affaires financières. Qu'est-ce qui, selon vous, motive cette position intransigeante selon laquelle les États-Unis ne devraient tolérer aucun enrichissement, même à 0%, 1% ou 2%? Car il m'est extrêmement difficile d'imaginer que les États-Unis craignent réellement une attaque nucléaire de l'Iran. Je veux dire, les États-Unis le savent. Oublions l'Iran. Personne n'oserait larguer une bombe sur les États-Unis à moins d'être fou. Cela doit donc venir soit du lobby sioniste, soit des alliés du Golfe aux États-Unis. Bien sûr, Israël aimerait que les États-Unis aillent jusqu'au bout, non seulement en refusant l'accord, mais aussi, à terme, en s'engageant dans un changement de régime. But also eventually indulge in a regime change. But I wonder what your thoughts are on what the... Mais je me demande ce que vous pensez de la position des 3 États du Golfe, en particulier concernant le programme nucléaire iranien. Sont-ils favorables à l'idée que pour l'Iran, les programmes nucléaires civils sont absolument essentiels à sa sécurité énergétique et indirectement à sa sécurité industrielle et médicale, et que l'Iran a le droit de le faire tant qu'il respecte les niveaux d'enrichissement? Ou pensez-vous qu'il considère malgré tout que toute forme d'enrichissement finirait par conduire à un Iran doté de l'arme nucléaire, ce qui irait à l'encontre de leurs propres intérêts? Ce sont de bonnes questions. Je suis impliqué dans ce sujet depuis pas mal de temps. Cela remonte à 1983-1984. Et je dois dire qu'une chose qui m'a toujours frappé, c'est l'inquiétude concernant l'Iran et son éventuelle arme nucléaire, et le manque d'inquiétude concernant Israël et ses armes nucléaires existantes, qui ne sont pas soumises à l'accord de garantie, ni au protocole additionnel, et qui en fait n'est même pas membre du traité de non-prolifération. Voilà l'état dangereux dans cette région, Israël, en ce qui concerne les armes nucléaires. Et je le dis sincèrement, car je me souviens de Golda Meir lorsqu'elle a répondu à un journaliste de la BBC qui lui a demandé très directement, alors qu'Israël semblait se trouver dans des circonstances existentielles, « Utiliseriez-vous, si vous étiez dans ces circonstances, votre arme nucléaire ?» Et elle n'a pas hésité une seconde et a dit oui. Maintenant, on peut dire que c'était pour des raisons politiques et de politique publique. La deuxième raison pour laquelle je dis cela, lorsque Mahmoud Ahmadinejad était président de l'Iran, je l'ai rencontré à New York. Apparemment, mon rôle dans cette réunion était de lui dire que nous devions conclure un accord maritime, un accord sur les incidents en mer dans le Golfe Persique, comme nous en avions un avec les Soviétiques pendant la guerre froide, parce que je lui ai dit, nous allons avoir un incident, et nous allons avoir un incident de tir, et cela pourrait mener à une guerre. Donc nous devons avoir un accord, comme celui que nous avions avec les Soviétiques, qui garantira que les canaux restent ouverts, les canaux de communication, etc., pour éviter qu'une telle chose ne se produise si cela devait arriver. Et il m'a regardé, d'abord en passant par son traducteur, puis en anglais. Il m'a dit, « La dernière fois que j'ai vérifié, colonel, vous êtes bien colonel, n'est-ce pas?
La dernière fois que j'ai vérifié, l'Iran avait 1875 kilomètres de littoral sur le golfe Persique et les États-Unis zéro. Alors que faites-vous là-bas? À partir de là, la conversation s'est dégradée. Mais ensuite, j'ai pu rencontrer le ministre des Affaires étrangères de l'époque, et dans un très bon anglais, il m'a dit « Que devons-nous faire pour vous convaincre que nous ne voulons pas d'armes nucléaires, que c'est anathème pour notre religion? Que devons-nous faire? Voulez-vous que je rende cela opérationnel ?» Il a ajouté « C'est un bon terme, n'est-ce pas? » Il savait que j'étais militaire. Opérationnaliser la fatwa. Voulez-vous que j'aille devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que je me tienne devant le Conseil et que je jure que cette fatwa est notre politique? Nous abhorrons les armes nucléaires. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Que voulez-vous que je fasse? Cela m'a convaincu qu'il existait à Téhéran une raison puissante, très puissante, de ne pas poursuivre l'acquisition d'une arme nucléaire. Cela ne m'a toutefois pas convaincu, en tant que professionnel militaire, qu'il ne le ferait pas sous pression, principalement sous pression israélienne. Par la suite, j'ai découvert un certain nombre d'autres éléments qui ont commencé à nuancer ma compréhension de la situation là-bas. J'ai découvert par exemple que Mohammed Ben Salman avait effectué un voyage à Islamabad, qu'il avait offert aux Pakistanais 20 milliards de dollars américains, et je me suis demandé à quoi cela servait-il. J'ai donc commencé à vérifier auprès de certains de mes contacts, à Lizy et ailleurs au Pakistan, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils s'inquiétaient de la possibilité que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Ils ont donc un accord avec le Pakistan. Au moment où un essai est réalisé, ou qu'une autre preuve de la possession d'une arme nucléaire par l'Iran est produite, ils en recevront 20 d'Islamabad, qui arriveront sous forme de missiles avec ogive. L'Arabie saoudite règle donc ce problème très rapidement. En même temps, comme nous le savons tous, ils font pression ou collaborent avec les États-Unis pour développer leur propre programme nucléaire et le porter à un niveau, on pourrait dire, latent, comme celui de l'Iran actuellement. Je pense donc que les Saoudiens, et d'autres avec eux, ont probablement anticipé cette éventualité au cas où l'Iran obtiendrait l'arme nucléaire. Alors, quel impact cela a-t-il sur la dynamique dans le Golfe? À l'extrémité nord, pour ainsi dire, vous avez Israël avec une arme nucléaire. À l'extrémité sud, l'Iran avec une arme nucléaire. Et de l'autre côté du Golfe, Riyad avec une arme nucléaire. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est très dangereux. Reculons un peu. Il y a quelques années, il y avait un véritable mouvement en faveur d'une zone exempte d'armes nucléaires dans cette région. Sujet tour CCG et d'autres T. Diverses propositions ont été faites. Et j'étais l'une des rares personnes à cette époque au sein du commandement militaire responsable du Golfe à défendre cette position. Et j'ai dit la première chose à faire, c'est d'impliquer Israël, il faut les inclure dans le dispositif. Et si cela signifie se débarrasser des armes, alors ils doivent se débarrasser de leurs armes nucléaires. Donc c'est inenvisageable parce que nous ne voulons pas qu'Israël n'ait pas d'armes nucléaires. Encore une fois, revenez à ma formulation. Ils sont notre chien d'attaque dans cette région, pas nécessairement que nous soyons leurs, vous savez, pigeons. Donc c'est une situation compliquée, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vois des solutions. Je vois des solutions. Il n'y a absolument aucune raison pour que l'Iran ait besoin d'une arme nucléaire. Il n'y a aucune raison pour qu'Israël ait besoin d'une arme nucléaire. Il n'y a aucune raison pour que Riyad ait besoin d'une arme nucléaire. Ils se répondent tous les uns aux autres dans ce sens. Alors, instaurons une zone exempte d'armes nucléaires et faisons en sorte que cela soit mené de manière à ce que la Ligue arabe ou le CCG crée une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Et faisons de la base de cette architecture le principe que personne ne cherchera à obtenir l'arme nucléaire.
Essayons enfin de respecter la motivation ultime du traité de non-prolifération. Inclure les puissances intermédiaires, éliminer ces armes. Maintenant, je ne pense pas que cela arrivera un jour. Tant qu'il sera impossible de désinventer les armes nucléaires, il y aura toujours des puissances qui en voudront. Mais nous pourrions réduire cela à un niveau minimal, certainement pas les plus de 10 000 que nous avons actuellement, rien qu'avec Moscou, et Xi Jinping est en train de développer ses capacités pour compléter cela, probablement d'une manière qui rivalise avec Moscou et Washington. Donc le monde est aujourd'hui très dangereux. Nous sommes de retour dans une course aux armements nucléaires. Les États-Unis, l'Empire, ont détruit tous les traités sur les armes nucléaires que nous avions pendant la guerre froide, y compris le plus important, le traité INF. Il ne reste plus que le New START, qui expire en février 2026. Et je n'ai aucun doute que Vladimir Poutine ne sera pas disposé, si nous continuons en Ukraine comme nous le faisons, à le prolonger. Et je ne sais même pas ce que Trump en pense. Mais l'une des choses les plus importantes que Trump ait dites, même si cela a été un peu mis de côté aujourd'hui, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il voulait établir une nouvelle relation avec Moscou était de reprendre le contrôle des armes nucléaires, et si possible, de décourager, par l'intermédiaire de Moscou et des États-Unis, Xi Jinping de penser qu'il doit se doter d'un arsenal pour rivaliser avec ces deux pays. Cela n'a aucun sens. Nous sommes de retour dans un monde très dangereux avec des armes nucléaires. C'est donc une longue réponse à une question très difficile, mais je pense que moins nous aurons d'armes nucléaires, plutôt que plus le monde sera sûr. Si vous pouviez rapidement nous dire ce que vous pensez de la politique des États-Unis face à la crise à Gaza. Récemment, les États-Unis ont opposé leur veto au Conseil de sécurité à une initiative en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, tout en prétendant, d'un autre côté, participer à des négociations pour un cessez-le-feu. Comment peut-on comprendre la position des États-Unis concernant un cessez-le-feu à Gaza? Permettez-moi de dire d'abord que parmi tous les votes néfastes, méprisables et horribles que les États-Unis ont émis au Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier ceux liés à Israël, celui-ci était le pire. C'était le fond du panier, si l'on peut dire. Il n'y avait absolument aucune raison pour que nous ne votions pas en faveur de cela. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons le plus rapidement possible, soi-disant. Cela contredit tout cela, et cela le contredit dans un lieu que nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire l'Organisation des Nations Unies, à nous seuls. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas des gens qui souhaitent cela, des gens comme Lindsey Graham, sénateur de mon État d'origine, et beaucoup de ses collègues aussi, Josh Hawley, Ted Cruz et d'autres. Ils veulent détruire l'Organisation des Nations Unies. Ils pensent que c'est une usurpation de la souveraineté de l'Empire. Et pourtant, ce que l'ONU a fait depuis sa création, c'est plus ou moins ce que les États-Unis voulaient qu'elle fasse, quand ils voulaient qu'elle le fasse. Et quand elle ne faisait pas ce que les États-Unis voulaient, des gens comme Ronald Reagan retenaient les cotisations et la punissaient. Donc, les Nations Unies ont été davantage un outil des États-Unis qu'un ennemi pour eux. Et ces gens ne comprennent pas cela. Ils ne le comprennent pas. Ils fonctionnent selon un principe arbitraire. Je ne t'aime pas, alors va-t'en. Et si tu ne pars pas, je t'imposerai des sanctions ou je te bombarderai, ou les deux. C'est ainsi qu'ils fonctionnent. Et cela, à mon avis, est vraiment l'un des signes de la décadence et, en fin de compte, de la fin de l'Empire. Cela dit, je pense que nous sommes à un moment très critique en ce qui concerne la direction que Trump va prendre sur toutes ces questions. Et donc je suis très inquiet, et je reviens à ma réponse précédente.
Je ne vois aucun processus. Je ne vois aucun processus de prise de décision pour les questions de sécurité nationale, pour les affaires étrangères en général, pour la politique budgétaire. Je ne vois rien d'autre que de petites tentatives ici, de petites tentatives là, un peu de ceci, un peu de cela. Nous allons organiser un défilé le 14 juin. Cela va coûter entre 45 et 50 millions de dollars, alors que nous avons des soldats qui vivent avec des tickets alimentaires, dont les familles vivent avec des tickets alimentaires. Nous allons dépenser 45 millions de dollars pour un défilé. Il n'y a pas une seule personne dans l'armée que je connaisse et à qui je parle qui souhaite ce défilé. Qui ne pense pas que c'est simplement le signe d'un tyran voulant se célébrer lui-même, voulant égaler Poutine sur la place rouge, ou égaler les Français, ou quiconque organise un défilé militaire. C'est un autre signe de la décadence de cet empire, et un autre signe que nous arrivons au bout du rouleau. Et cette direction sous l'administration Trump, dans l'ensemble, est on ne peut plus clair, un signe de cette chute. Et c'est très inquiétant parce que certains d'entre nous ne veulent pas sombrer dans cette nuit noire avec le chaos qui s'annonce. Beaucoup d'entre nous, nous le savons. Voici un autre point dont je veux parler. Je le crois. Je le crois sincèrement. Pendant 3000 ans, les empires étaient à l'Est. Les Mongols, les Moghols, l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Même l'Empire basé à Rome dépendait de l'Est. Presque tous les empires d'importance ont disparu, voire totalement disparu. Nous avons évolué vers une situation où lorsque certains monarques européens ont commencé à envoyer des gens vers le Nouveau Monde, les richesses revenant du Nouveau Monde ont créé des empires équivalents, si l'on veut, en Espagne, en France et en Grande-Bretagne. Mais l'empire ultime qui a émergé de tout cela, dans ce transfert de pouvoir de l'Est vers l'Ouest, fut l'Amérique. Et la chose unique dans toute l'histoire des empires, les 3000 ans sur lesquels nous avons beaucoup d'informations, et les 2000 ans supplémentaires pour un total de 5000 dont nous savons quelque chose, et tous les empires qui s'y trouvent, jamais dans l'histoire des empires, parmi des centaines d'entre eux, un seul empire n'a eu la capacité de mettre fin au monde. La capacité technique de mettre fin au monde. Beaucoup d'entre eux avaient des prophètes qui prédisaient la fin du monde sous leurs différents dieux, mais cela n'est jamais arrivé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Avec le projet Manhattan, nous avons développé la technologie pour détruire le monde, et nous-mêmes avec. C'est une grande différence. C'est une différence énorme, car je disais souvent à mes étudiants lors du séminaire d'ouverture, « Montrez-moi où il est gravé dans le marbre que l'Empire américain est éternel. Montrez-moi, parce que tous les empires de l'histoire humaine sont capus, morts, disparus, envolés. Nous empêcherons cela en devenant nucléaires, et nous ferons la même chose. Nous détruirons probablement la planète, mais nous ne partirons pas en silence. Nous utiliserons des armes nucléaires. Et je peux vous décrire des scénarios où nous ferions cela avec la Chine au sujet de Taïwan. En effet, peut-être même qu'en Asie du Sud-Ouest, nous utiliserions des armes nucléaires pour arrêter ce déplacement du pouvoir et notre disparition ultime. Mais c'est un déplacement inexorable. Il suffit de voyager à Samarcande, à Tashkent ou à Dushanbe, ou simplement d'aller à Shanghai. Il suffit d'emprunter cette route centrale qui allait autrefois dans un sens et qui va maintenant dans l'autre. La Chine agissant comme un aimant irrésistible pour comprendre que le pouvoir est en train de changer de camp. Une personne sur 5 dans le monde est chinoise. 2 sur 5 sont indiennes ou chinoises. 3 sur 5, presque 4 sur 5 sont asiatiques. Le monde est en train de rendre le pouvoir à l'Est, là d'où il venait à l'origine. Et nous luttons contre cela bec et ongle. À bien des égards, la guerre par procuration en Ukraine contre la Russie
et la situation au Levant en sont des conséquences. Et nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Mais l'oligarchie, elle, comprend. L'oligarchie riche comprend. Elle essaye d'arrêter cela. Elle essaye de l'endiguer. Un monde multinodal se développe si rapidement qu'il est difficile de suivre. Et nous ne sommes qu'un nœud, de plus en plus petit, dans ce monde, tout comme l'hémisphère occidental. Cela va provoquer de réelles tensions, alors que ce dont nous avons besoin, c'est d'un concert de puissance à travers ce déplacement du pouvoir, de Pékin à Tokyo, de Séoul à Washington, puis à Moscou. Nous avons besoin d'un concert de puissance capable de faire face aux deux menaces existentielles auxquelles l'humanité entière est confrontée. Les armes nucléaires et le changement climatique. La crise climatique en général. Si nous ne faisons pas cela, alors nous sommes condamnés de toute façon. Pas seulement l'Empire, mais tout le monde. Je pense donc que nous sommes à un moment de décision que l'humanité n'a jamais affronté, du moins pas selon ma compréhension de l'histoire humaine, depuis au moins 5 millénaires, voire plus. On pourrait remonter à certaines périodes préhistoriques, si vous voulez, il y a 50 000 ans, par exemple, lorsque les continents bougeaient et que les ères glaciaires allaient et venaient. Et l'on trouverait une menace similaire qui a été évitée par la migration et la destruction d'une espèce entière qui allait finir par devenir l'humanité. Mais à l'époque moderne, je ne pense pas que nous ayons déjà été confrontés à cela, et je ne suis pas certain que nous allons nous en sortir avec succès. Quelle est votre spéculation concernant la réponse de la Russie à l'attaque récente que l'Ukraine a menée le 1er juin, visant des bombardiers russes et d'autres avions de chasse, puis, 2 jours plus tard, en faisant exploser le pont qui relie la Crimée au continent russe? 2 arguments sont avancés. Le premier est que la Russie riposterait de manière féroce, ce qui fermerait pratiquement toute possibilité de paix, principalement avec les États-Unis. Je ne pense pas que la Russie ait désespérément besoin de la paix avec l'Ukraine, mais il me semble clairement qu'elle souhaite la paix avec les États-Unis. Hier, je crois que le Moscow Times a rapporté que le ministre de la Défense russe a déclaré que les chars russes avaient déjà atteint la frontière ouest de Donetsk pour lancer une offensive dans la région de Dnipropetrovsk. Et cela se situe en dehors des 4 ou 5 oblasts que la Russie revendique comme étant les siens. Cela signifie donc que la Russie considère cela comme une rupture significative. Mais d'autres disent aussi que la Russie ne verrait peut-être pas cela comme une rupture et continuerait à pousser vers un accord de paix, principalement de manière indirecte avec les États-Unis. Quel est votre avis à ce sujet? Je pense que nous avons vu, ou du moins j'en ai eu des rapports, et la presse en a parlé, des attaques dévastatrices contre l'Ukraine, depuis qu'ils ont perpétré l'attaque dévastatrice qu'ils ont menée, y compris la destruction de bombardiers nucléaires au sol en Russie. C'est un affront à tout le processus de contrôle des armements nucléaires et aux traités nucléaires, car l'une des raisons pour lesquelles ces bombardiers sont exposés ainsi, c'est le traité START. Le traité START nous oblige à garder nos B-52 et B-2, et eux, à garder leurs bombardiers équivalents, au sol et visibles. Il en était de même pour le traité ciel ouvert. C'était donc un acte particulièrement scandaleux que les États-Unis ont soutenu. Et ne vous y trompez pas, les États-Unis l'ont bel et bien soutenu, car ces attaques n'auraient pas pu être menées sans l'aide du renseignement américain. Mais voici ce qui m'inquiète profondément à ce sujet. Je ne pense pas que Donald Trump était au courant de l'attaque. Je ne pense pas non plus qu'il était informé de la tentative d'assassinat de Poutine, qui faisait partie de cette même manœuvre tordue. Nous avons donc ce genre d'événements qui se produisent, orchestrés par le MI6, la CIA et le Mossad, tous coopérants, et le président des États-Unis n'en sait rien.
À certains égards, cela ne me surprend pas car j'étais présent lorsque certains de ces actes néfastes ont eu lieu. Et les présidents, lorsqu'ils l'ont découvert, étaient furieux par la suite, et des têtes sont tombées. Je ne vois aucune tête tomber. J'aurais pensé que la tête d'Avril Haines tomberait, si j'ai raison, qu'il n'était au courant d'aucune de ces deux choses, le DNI. Mais c'est quelque chose de très préoccupant, que le président des États-Unis n'ait pas su que ces actes très déstabilisateurs étaient commis par notre intermédiaire à Kiev. Cela dit, je pense qu'ils en paient le prix en ce moment. Je pense que les attaques ont été dévastatrices et je ne suis pas sûr qu'elles soient terminées. Et ce que vous venez de dire sur le nouvel ajustement des lignes de front, je pense qu'il y a ici des réalités auxquelles nous devons faire face. La première réalité flagrante, c'est que nous avons perdu dans la guerre menée par la Russie. Et quand je dis « nous », je parle de Washington et de Bruxelles, l'OTAN, les États-Unis et tout ce que cela implique, car nous étions en guerre contre Moscou et notre proxy était l'Ukraine. Ce sont eux qui saignaient et mouraient pour nous. Eh bien maintenant, c'est nous qui saignons et mourons parce que certaines de ces frappes ont touché des membres de l'OTAN présents en Ukraine. Les Suédois ont perdu des gens, les Allemands ont perdu des gens, les Français ont perdu des gens, nous avons perdu des gens. Donc la première réalité que nous devons reconnaître, c'est que la Russie a gagné. La deuxième réalité, c'est qu'elle ne reviendra pas sur cette victoire, acquise au prix de beaucoup de sang, d'argent et d'efforts. Et la troisième chose que nous devons comprendre, c'est que je pense que Donald Trump doit savoir qu'il est indispensable à toute issue qui empêcherait ce conflit de devenir simplement interminable. Meurtre sur meurtre sur meurtre. Et comme Clausewitz l'a souligné dans son célèbre ouvrage de la guerre vom Krieg, la guerre a sa propre dynamique. Celle-ci, comme vous venez de le dire, développe rapidement sa propre dynamique. Le succès a sa propre dynamique. Et tandis que toutes ces déclarations de Joe Biden et de son équipe, stupides, selon lesquelles la Russie voulait et convoitait l'Estonie, la Lettonie, la Finlande, la Pologne, etc., n'étaient que des absurdités. Des absurdités d'un point de vue pratique, parce que l'armée russe ne pourrait pas gérer cela, ou même une intention de la part de Poutine, cela pourrait se transformer en quelque chose de ce genre si cela continue. Et il décide, eh bien, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Pourquoi ne pas tout anéantir autant que possible, puis établir une sorte de rempart, peut-être conclure un accord avec les Polonais. Et ne croyez pas une seconde qu'il ne lui en parlerait pas, de prendre une partie qu'il convoite et qui fait aujourd'hui partie de l'Ukraine et de lui offrir ainsi une zone tampon entre l'OTAN et sa position actuelle. Toutes sortes de dynamiques pourraient émerger de cette situation, auxquelles nous ne pensons même pas pour l'instant. Il faut donc arrêter cela. C'est la prochaine réalité. Il faut l'arrêter. Et Donald Trump, quoi qu'il dise, fasse ou pense, est absolument nécessaire pour y parvenir. Parce que, comme vous l'avez souligné, il est le seul à avoir un quelconque levier sur Poutine. Et ce levier, c'est que Poutine veut une nouvelle relation avec les États-Unis. Et il veut de nouveaux traités sur les armes nucléaires. Et il veut inclure, il l'a dit, il veut inclure Xi Jinping dans le domaine des traités sur les armes nucléaires, parce qu'il comprend que ce sont des armes très dangereuses. Des armes très dangereuses. Et il comprend probablement aussi de façon instinctive ce qui se passe avec ce changement de pouvoir dont je vous parlais. Vous savez, la Russie est unique. J'ai dû gérer cela à plusieurs reprises pendant la guerre froide. La Russie est unique. Depuis Catherine la Grande, probablement même avant, mais mes connaissances ne remontent pas beaucoup plus loin concernant la Russie et la Cour, elle a tenté à de nombreuses reprises d'entrer en Europe. De nombreuses tentatives. Géographiquement, des monts Oural à l'ouest, elle est en Europe.
Regardez ces cartes. Elle fait partie de l'Europe. Et à chaque fois, elle a été repoussée par l'Europe. Ainsi, la Russie, ce pays qui s'étend sur 10 ou 11 fuseaux horaires, vaste territoire doté de ressources naturelles incroyables et d'une population importante, doit prendre une décision face à ce mouvement inexorable de puissance dont je viens de parler. Doit-elle se tourner vers l'Est avec la Chine? Ou doit-elle rester au centre et adopter une position neutre face à ce mouvement? Essayer de jouer sur les deux tableaux, par exemple? Ou doit-elle poursuivre ses efforts contrariés du passé pour rejoindre l'Europe, pour devenir membre de l'Europe? Or, mon président en 1992, 93, George H.W. Bush, à l'époque où je travaillais pour Powell, alors qu'il était président des chefs d'état-major interarmés, a pris une décision. L'Europe allait accueillir la Russie et la Russie allait accueillir l'Europe. C'était la décision. Lorsque nous avons fait cette promesse à Gorbatchev et à Édouard Shevardnadze, son ministre des Affaires étrangères, que nous ne pousserions pas l'OTAN d'un pouce plus à l'Est s'il permettait à l'Allemagne de se réunifier et de rester dans l'OTAN, nous le pensions vraiment. Et nous avons commencé à détruire frénétiquement nos armes nucléaires respectives. Je me souviens de cette époque. Nous démantelions des ogives nucléaires aussi vite que possible des deux côtés. Nous sommes passés d'environ 30 000 de chaque côté à quelque chose comme 6 000, un exploit monumental. Nous serions allés plus vite si les avocats ne s'étaient pas mêlés de l'affaire. Mais certains oligarques qui n'aimaient pas ce qui se passait, tous républicains, ont fait intervenir des avocats. Et ils ont commencé à parler de questions de responsabilité si l'une de ces armes explosait, etc. Donc nous avons été ralentis, mais nous faisions cela aussi vite que possible. Puis Bill Clinton est arrivé et tout a changé. Et depuis Bill Clinton, nous avons élargi l'OTAN de façon meurtrière. Bêtement, follement élargi l'OTAN. Et finalement, Poutine a réagi. Nous devons donc rectifier ces années d'erreurs, des erreurs stratégiques et géopolitiques. Je ne suis pas sûr que nous le puissions, et je suis presque certain que Trump n'a pas l'équipe capable de le faire. Mais il faut au moins commencer. Et ce serait le début. Établir une nouvelle relation avec la Russie, par-dessus la tête, si vous voulez, de l'Ukraine, si nécessaire, voire sur le cadavre de l'Ukraine, si nécessaire. Mais il nous faut une nouvelle relation avec la Russie. Sinon, nous aurons une coalition de puissances contre nous. Et je pense que cela arrivera probablement de toute façon, mais nous n'avons pas besoin de la provoquer aussi vite, aussi rapidement. Ce sera insurmontable. Ils finiront par nous évincer tôt ou tard, probablement plus tôt que tard. Ils se lasseront de tout ce que nous faisons. Et lorsque nous tomberons dans notre crise financière et que nous ne pourrons même plus payer nos dettes, et que nous serons déclassés par des agences comme Moody's et d'autres, et que plus personne n'achètera nos bons du Trésor, un signe vraiment inquiétant venant récemment des Japonais. Nous n'achetons plus de 30 ans, et peut-être que nous n'achèterons plus de 2 ans non plus. Et les citoyens américains disent la même chose à propos des obligations à plus long terme. Donc quand on arrive à une telle impasse, financièrement et économiquement, on a de vrais problèmes. On a besoin d'amis. Et nous n'avons pas beaucoup d'amis dans le monde aujourd'hui. Et le génocide en Israël ne fait que renforcer cela avec une colle presque impénétrable. Les élites européennes opposeront-elles leur veto à toute tentative des États-Unis et de la Russie d'enterrer le passé, ne serait-ce qu'un peu? L'OTAN le ferait-elle? Les élites européennes vont-elles opposer leur veto à la possibilité de cette normalisation entre la Russie et les États-Unis? C'est une bonne question. Et je vois en ce moment certaines personnes, comme Macron, Merz et Starmer, peut-être quelques autres, qui répondraient à cette question par l'affirmative. Oui, nous allons l'arrêter. Mais j'ai bon espoir que les peuples européens vont se réveiller.
Je pense qu'on les voit se réveiller en ce moment en Allemagne. Ils se sont réveillés en France. Ils n'arrivent tout simplement pas à se débarrasser de Macron. Mais aucun de ces dirigeants importants, comme Starmer, Macron, Merz, n'a le soutien de la majorité de leur population. Ce sont leurs systèmes politiques qui, bien qu'ils soient, pour ainsi dire, des démocraties libérales, ne placent pas à la tête du pays des personnes qui représentent au moins 51% de la population dans aucun de ces pays. La coalition de Merz en ce moment, son soutien est inférieur à 30%, d'après ce que me disent des Allemands bien informés. Donc leur temps au pouvoir, pour ainsi dire, est limité, très limité, je pense. J'appelle Macron un homme mort en sursis. Une fois que cela changera et qu'un changement politique surviendra, je pense que la réponse à votre question pourrait être différente. Je pense que l'Europe est très attachée à juste titre à ses programmes sociaux. Les Allemands sont très attachés à la situation économique qu'ils avaient avant que nous fassions sauter Nord Stream et avant qu'ils ne soient obligés d'acheter le remplacement coûteux chez nous. Donc je pense que les gens là-bas vont bientôt être appelés à se prononcer, probablement cette année, en 2025, sinon en 2026, et nous verrons une Europe différente. C'est mon espoir. Je ne sais pas où cela va mener. Nous allons en rester là, colonel Wilkerson. Merci beaucoup pour votre temps et nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être en Inde, même si ce n'est qu'indirectement. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement.